On va ouvrir la soirée parce que les soirées, en ce moment, il y a un petit peu de concurrence. Parfois avec le foot, je ne sais pas si vous aimez ça, quoique ce soir on avait fait attention, on n'a pas pris des réunions le soir quand la France jouait. Il faut être un peu malin parce qu'il y a quelques années, ça nous était arrivé de programmer en même temps. Je ne sais pas pourquoi, on n'avait pas grand monde en face de nous. Bienvenue à tous au sein de cet espace. Et puis finalement, on s'y trouve pas trop mal parce qu'il fait chaud partout. Mais ma foi, dans cette salle, je trouve que c'est supportable. Alors je voudrais saluer un certain nombre de personnes qui nous accompagnent lors de ces rendez-vous santé que nous avons lancés il y a quelques mois. D'abord le docteur Huguet, qui est président du conseil de surveillance de l'hôpital, des élus du conseil de surveillance, donc Monique Dirson notamment, et puis des médecins qui sont à nos côtés, le docteur Bernard, qui est le président de la CME, donc de la commission médicale d'établissement de l'hôpital, docteur Béatrice Berthaud, qui nous accompagne sur tous ces rendez-vous, et le docteur Hénon, qui va nous faire partager donc, ses connaissances sur la prévention de l'infarctus du myocarde. Je voulais simplement réexpliquer pourquoi est-ce qu'on met en route ces rendez-vous santé. Tout simplement parce qu'après des échanges avec le monde hospitalier, avec le docteur Bernard, avec le docteur Berthaud aussi, on s'est rendu compte que finalement il y avait des informations essentielles qui circulaient mal, que même nous on n'a pas parce qu'on ne parle pas beaucoup de ces questions de santé, et que souvent, par une meilleure connaissance et un peu de prévention, on peut améliorer son état de santé, celui des autres également. Et c'est comme ça qu'on a décidé de lancer ces rendez-vous santé. Donc c'est le troisième rendez-vous. Ça a bien fonctionné à chaque fois. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est moins anxiogène. Là, on n'est pas des patients dans un rendez-vous où on attend un résultat, donc c'est mieux comme ça. Et puis pour les médecins du centre hospitalier, ça vous permet aussi de sortir de l'arène hospitalière et d'échanger avec la population d'une autre manière aussi. En tout cas, sur les premiers rendez-vous que nous avons faits, ça a très bien fonctionné. Alors ce ne serait pas possible si on n'avait pas le soutien de Béatrice Berthaud qui nous accompagne bien là-dessus. Donc merci infiniment Béatrice également. Et puis ensuite de tous les relais que l'on met en place sur ces questions. J'en profite peut-être pour vous faire un petit point d'actualité, avant que peut-être le docteur Bernard souhaite le faire. On a inauguré tout à l'heure une maison des usagers à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il veut en dire un mot Allez, parce que c'est une information intéressante pour la population saint-quentinoise. Qu'est-ce que c'est la maison des usagers? Elle a été installée l'ancien service d'urgence juste à côté au niveau du CES. C'est très intéressant, mais il y a quand même beaucoup d'associations d'usagers au niveau de l'établissement, alors pour des tas de raisons, que ce soit par rapport à certaines maladies, par rapport à des actions de prévention. Et donc, toutes ces associations, on a trouvé un local qui permet donc aux usagers, donc finalement, aussi bien aux patients qu'aux accompagnants pour les patients, de venir rencontrer des associations et de pouvoir poser des questions sur la façon dont ça se passe, sur la prise en charge, sur des complications, sur des organisations. Donc c'est là où il y a un intérêt à cette maison des usagers. C'est votre maison, et donc on va continuer, c'est-à-dire au niveau de tous les services, d'essayer de faire connaître cette maison des usagers, parce que finalement, les usagers ont leur place dans l'hôpital pour pouvoir discuter avec les soignants comme avec les associations. Donc ça a été mis en place, ça a été inauguré cet après-midi. Je dis très simplement, venez dans cette maison des usagers. On ne souhaite pas du tout, évidemment, ce que vous veniez à l'hôpital pour des tas de raisons. Lorsque vous y êtes, lorsque vous êtes accompagnant ou même patient, il y a un lieu privilégié pour pouvoir se rencontrer, pouvoir discuter et puis avoir des explications si nécessaire. Voilà, des explications soit sur son cas personnel en dehors de l'aspect médical, sur tout l'accompagnement qu'on peut avoir quand on a suivi des interventions, qu'ensuite on se pose des questions relatives au travail, ça peut être sur la prise en charge du sport, sur ses droits aussi, sur le droit à un certain oubli aussi pour recommencer une vie plus sereine. Donc on a ce lieu-là avec toutes les permanences d'associations, donc je pense qu'il faut aussi le dire, c'est des permanences qui sont confidentielles pour chacun et c'est un plus pour le territoire. Voilà, est-ce que vous aviez d'autres informations? Oui, pour compléter, au niveau de l'établissement, il y a une commission des usagers, donc là c'est réglementaire, mais de savoir qu'effectivement cette commission des usagers c'est très important. C'est là où effectivement, avec pas mal de spécialistes, on étudie les dysfonctionnements, parce que comme dans toute communauté humaine, il peut y en avoir, mais surtout ça nous permet d'avoir cette place des usagers, des patients, au sein de nos organisations. Et ça c'est très important, et vous avez une place de plus en plus importante, effectivement, de nous rappeler qu'il y a des droits, de nous rappeler que parfois ça ne s'est pas passé au mieux, et donc on étudie à chaque fois
les dysfonctionnements qui ont pu avoir lieu et d'essayer d'apporter des améliorations. Donc il y a un vrai souci. Hein. L'hôpital, auparavant, c'était vraiment une espèce de casse avec les médecins, les soignants, et on prend en charge. Maintenant, c'est très très ouvert, et surtout vis-à-vis des usagers. On vous écoute, il y a des questionnaires de satisfaction, il y a un livret d'accueil, on travaille beaucoup dans ce sens-là. Et je dirais que ça complète un petit peu ce qui se passe ce soir, c'est qu'on ouvre l'hôpital, on se déplace, on vient parler avec vous des problèmes qui finalement sont quotidiens. Merci docteur. Est-ce que Béatrice, tu veux dire un petit mot ? À la fin ? Bon, en conclusion. Alors on vous laisse la main, cher docteur. Voilà. Bonne conférence. Merci. J'espère que je vais essayer de terminer dans les délais pour le foot alors. Donc je voulais déjà remercier effectivement pour l'organisation qui j'imagine va être pas si évidente que ça. Je ne vais pas citer personne, mais en tout cas les personnes qui ont beaucoup participé et que la régie remercie d'avance. J'espère que je suivrai la lignée puisque les 2 premières séances sont bien passées. J'espère que vous aurez toujours le même avis après la 3e. Donc effectivement merci de me faire participer sur ce domaine qui effectivement est un domaine important, qui me tient évidemment en tant que cardiologue beaucoup à cœur, avec une population locale qui malheureusement souffre beaucoup. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est un cœur, mais qu'est-ce qu'un infarctus ? L'infarctus du myocarde est déclenché par l'obstruction d'une artère coronaire qui est figurée ici. Je ne sais pas s'il fonctionne le point. Donc ici on voit un schéma représentant un cœur dans son ensemble, une artère coronaire et un obstacle ici à la circulation du sang qui en fait rien d'autre qu'un caillot de sang, un thrombus, ce qu'on appelle en langage médical, et qui vient empêcher le passage du sang, le sang comportant les globules rouges qui libère lui-même l'oxygène, qui contient lui-même l'oxygène, pardon, qui va le délivrer aux cellules cardiaques et permettre son fonctionnement. Plus le temps d'ischémie, plus le temps où l'artère est occluse, et malheureusement, plus les dégâts seront importants au niveau du muscle cardiaque, ce qui va évidemment gêner son fonctionnement, son principe même de la pompe cardiaque, en empêchant son fonctionnement, on appellera ça l'insuffisance cardiaque, mais également des problèmes de troubles du rythme qui peuvent se produire, soit à la phase aiguë, soit plus tardivement dans l'évolution de la maladie, et du rythme grave qui peut occasionner jusqu'à l'arrêt cardiaque. Donc évidemment, chose extrêmement grave. La reperméabilisation de l'artère se passe par 2 techniques. La première peut être avec des médicaments, c'est ce qu'on appelle la thrombolyse en langage médical, mais bref, peu importe, soit une technique interventionnelle qui s'appelle l'angioplastie coronaire, qui consiste à déboucher l'artère, sommairement comme un plombier éventuellement viendrait déboucher vos vaisseaux, vos tuyaux chez vous, vos canalisations, en passant un système au niveau des artères coronaires. Et effectivement, madame me symbolise le passage elle doit connaître, symbolise le passage, donc on arrive jusqu'au cœur, on passe des systèmes de thrombosuppression, et puis on débouche l'artère en mettant en place des stents, effectivement. C'est ce qui est la grande majorité des cas, la technique que l'on utilise. On a la chance d'avoir le plateau technique à Saint-Quentin avec une salle de coronarographie. On réalise cet examen malheureusement quotidiennement, mais heureusement on la réalise très souvent pour les patients. Et on a même la chance d'en avoir une deuxième très prochainement. Donc on en est très fiers et on remercie d'ailleurs l'hôpital de nous fournir le plateau technique adéquat. En France, effectivement, il y a quand même 120 000 infarctus par an, c'est quand même pas négligeable, c'est la 2e cause de mortalité en France. Il est vrai que c'était la première cause jusqu'à il y a encore quelques années. Comme les cardiologues sont les meilleurs, non, pas les meilleurs, mais comme effectivement on a pu faire pas mal de progrès techniques par l'aspect dont j'ai expliqué, donc la coronarographie, mais également grâce à de nombreux traitements qui ont été développés par les médecins, la recherche et l'industrie pharmaceutique, on a pu descendre des statistiques, effectivement, gagner ou perdre une place, et c'est quand même un progrès, puisque maintenant, la première cause, malheureusement, c'est plutôt les cancers. Donc je parlais de bouchons, c'est évidemment pas de bouchon de liège, qui est un coronaire, c'est bien un caillot, et vous avez compris qu'il fallait aller vite. Comment on ressent l'infarctus? Vous avez compris que c'était une urgence médicale avec des complications qui peuvent évidemment être très sérieuses. Comment ressent-on l'infarctus? Alors typiquement, dans les livres, c'est une douleur rétrosternale irradiant la mâchoire et au bras gauche. C'est pas
forcément le cas, soyons honnêtes. Il peut y avoir des fois, dans un quart des cas finalement, où les patients ne ressentent pas de douleur, ou pas cette douleur-là, ou même pas de douleur. Parfois on la découvre a posteriori, malheureusement c'est un petit peu décevant pour nous, puisque on a des solutions qui sont un petit peu palliatives, mais on n'a pas de solution vraiment thérapeutique pour améliorer les choses. On n'aura plus que des solutions pour stabiliser. Donc je réinsiste sur le fait du délai. L'erreur parfois qui est commise, ou la réflexion parfois qui est menée par les patients, c'est de dire je vais attendre que ça passe. Si c'est un infarctus, ça ne passera pas. Si ça passe, ce n'est pas un infarctus, effectivement, mais le problème c'est que si c'était également un infarctus, c'est malheureusement trop tard pour la zone cardiaque concernée. Le temps est compté, il faut prévenir le SAMU. Je profite, M. Bernard soit là pour parler en sa présence, mais effectivement, le numéro d'urgence, il n'y en a qu'un, c'est le 15. On ne s'amuse pas à appeler son voisin, son médecin de famille, on n'appelle pas l'hôpital pour savoir si quelqu'un peut passer, etc. Il n'y en a qu'un, c'est le 15. C'est une structure qui est depuis de nombreuses années maintenant constituée en France et qui rend beaucoup de services et qui participe largement d'ailleurs au progrès du pronostic de ces patients qui souffrent malheureusement d'infarctus. Donc je dis toujours à mes patients, c'est l'hôpital qui vient à vous pour un infarctus et non l'inverse. C'est vraiment très important. L'athérosclérose, je ne vais pas vous faire un cours de médecine, c'est absolument pas le but. Le schéma est juste pour vous figurer un petit peu ce qui se passe dans le temps avec la dégradation, avec l'athérosclérose, donc l'infiltration du vaisseau par les grains, les dépôts de graisse. Alors c'est dans le temps, c'est chronologique, c'est-à-dire que le vaisseau initialement est de cet ordre avec un dépôt de graisse en sous-intimale qui se passe de façon physiologique dès l'âge de 25 ans. Donc c'est quelque chose qui est constant, que tout le monde a. Reste à savoir après comment et pourquoi elles vont se développer en obstruction coronaire, en sténose coronaire plus importante, voire même finalement se rompre, avec ici la chape qui peut être parfois très fine, qui finit par se rompre et donner ce caillot de sang dont on a parlé tout à l'heure, qui va venir bloquer partiellement ou complètement l'artère. Pour un infarctus du myocarde typique, c'est l'obstruction complète. Donc on va parler effectivement des facteurs de risque qui modifient le développement de l'athérosclérose. Il y en a de nombreux, alors ça ne passe pas forcément très bien, surtout pour les gens qui sont un petit peu loin. Il y en a tout un tas, ce diagramme n'est pas forcément très intéressant. La seule chose qui est intéressante, c'est qu'on voit qu'on cumule différentes choses. Alors ça passe pas très bien là, mais l'idée c'est effectivement à chaque fois que l'on rajoute un facteur de risque pour un patient, on additionne et on monte malheureusement dans la gravité finalement et dans le risque de voir se développer dans le mauvais sens ces plaques de cholestérol. On va développer chaque facteur de risque un petit peu indépendamment. Vous verrez qu'ils s'intriquent beaucoup. Il y a des fois des facteurs de risque qui arrivent, on verra dans certaines disciplines, mais l'idée c'est d'avoir une connaissance relativement sommaire, mais en même temps concrète des différents éléments participant à l'athérosclérose. Donc là, c'est encore une fois un schéma extrêmement simple qui, vous le voyez ici, le dépôt de cholestérol en schéma qui est en fait symbolisé ici, ce qui est absolument, vous imaginez, un schéma complètement faux, hein, mais qui permet de comprendre très bien que le cholestérol, en fait, qui est un élément en fait, essentiel du corps humain, qui compose le corps humain et même les cellules du corps humain, donc c'est vraiment quelque chose qui est vital, sans ça on ne pourrait pas vivre. Le problème c'est le dépôt de cholestérol qui va se faire au niveau des vaisseaux, qui se fait ici par ce qu'on appelle le LDL cholestérol, ce que vous pouvez voir sur les comptes rendus d'analyse de cholestérol, qui malheureusement, celui-ci est ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, puisqu'il dépose le cholestérol dans le vaisseau, ce qui va évidemment, comme je l'ai dit, participer au développement de l'athérosclérose, et en revanche, le HDL cholestérol, qui lui reprend le cholestérol de tissu pour l'éliminer par les voies digestives naturelles. Le LDL doit être, vous l'avez compris, vous l'imaginez le plus bas possible, en tout cas pas trop élevé, et le HDL, plus il est haut, mieux c'est. Pour de nombreuses femmes ici, effectivement, le HDL typiquement est élevé proportionnellement aux hommes chez les femmes, sauf celles qui fument, et à cause de certaines pilules, malheureusement, le taux de HDL peut descendre. Beaucoup de choses influent sur le LDL, le HDL, on en parlera après. Il y a l'alimentation, c'est une évidence. Il y a la pratique de l'exercice physique. Concrètement, pour vous, ce qu'il faut regarder, c'est il y a le cholestérol total. Idéalement, il ne doit pas dépasser 2 grammes.
si on veut retenir quelques valeurs, et le LDL, donc le mauvais cholestérol. Alors il y a un de mes collègues qui dit toujours le LDL cholestérol, L comme ça, il n'est pas beau, donc c'est comme ça qu'il est, effectivement les patients retiennent, donc c'est pas une mauvaise idée, et lui doit être évidemment le plus bas possible, mais au-delà de 1,3 g, effectivement, ça peut être problématique. On va être beaucoup plus rigoureux dans d'autres cas. Le tabac. Alors, je ne permets pas de me demander qui dans la salle fume, mais je vois quelques personnes que je connais ici fumer. Malgré tout, des campagnes possibles et imaginables à la télé, personnel que je mène, puisqu'à chaque fois que je la vois, je pense que je dois lui dire. Mais je ne sais pas si aujourd'hui ça va peut-être changer, on verra ça. En tout cas, c'est responsable de 60 000 morts par an en France, quand même. C'est l'un des principaux facteurs de risque d'athérosclérose, et malheureusement, surtout chez les patients très jeunes. Et c'est entre guillemets ça aussi qui est malheureusement, je trouve, péjoratif, dans le sens où un infarctus chez quelqu'un de 35 ans ou 40 ans, c'est toujours malheureusement désolant. Je ne vais pas le remontrer. Le schéma tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait l'endothélium, en fait c'est les cellules du vaisseau qui sont au contact des produits toxiques, des fumées qui sont dans le sang après du sang. En fait, il y a une inflammation du vaisseau et une rupture en fait, de la plaque de cholestérol qui se fait de façon préférentielle chez le tabagique, effectivement associé notamment au tabac, au diabète. C'est un facteur de risque qui est malheureusement extrêmement péjoratif. Là, vous voyez ce diagramme qui n'a d'intérêt de montrer qu'il y a effectivement une croissance linéaire du risque. C'est-à-dire plus on fume, plus on a de malchance de faire un infarctus. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de se dire, j'entends de temps en temps, oui mais j'en fume pas beaucoup, 3-4. Il n'y a que ceux qui fument très occasionnellement, une fois par an, qui n'ont pas de risque prouvé. Je les vois venir pour les questions après. J'anticipe tout de suite et je me cours. Voilà globalement ce que j'avais dit, ce que je pense de très important. Ce qui est important aussi, c'est de se dire, là, ça ne figure pas du tout sur le schéma, mais c'est que l'arrêt du tabac, par contre, n'est jamais trop tard. On se dit, j'ai fait un infarctus, maintenant je peux continuer de fumer, de toute façon le mal est fait. Il n'est pas trop tard, puisque si on continue de fumer après un infarctus, on a 2 fois plus de chances de refaire un infarctus que les autres. Donc, voilà. Et quelqu'un qui arrête de fumer, 3 ans après, statistiquement, il revient à la malchance de refaire un infarctus de quelqu'un qui n'a jamais fumé. L'idéal, c'est de ne jamais fumer, attention, mais il a toujours un intérêt à arrêter de fumer. Au niveau du sevrage tabagique, comment arrêter de fumer? Y a-t-il un moyen parfait? Évidemment que non. Il y a plusieurs moyens, chacun sa méthode. Je pense que la première chose, c'est la motivation. Après, il y a beaucoup de méthodes. On parle des patchs, des gommes, de la cigarette électronique. Alors là, une cigarette électronique, c'est un petit peu plus récent, c'est moins étudié. Globalement, tous ceux qui sont experts là-dedans s'accordent à dire que c'est moins, parce qu'on me pose beaucoup la question en fait en consultation, qu'est-ce que vous en pensez de la cigarette électronique, c'est pour ça que je développe sur le sujet un petit peu plus, c'est que c'est probablement moins toxique, c'est moins toxique que le tabac, mais par contre ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est tous les arômes qui vendent des produits, pour ceux qui connaissent. Effectivement, ces produits-là, finalement dans la combustion qui se fait quand même, il y a quand même probablement des particules toxiques qui sont peut-être moins nocives que la cigarette, mais qui sont quand même un petit peu nocives. Donc l'idée c'est de ne rien prendre, c'est bien plus simple, mais si on doit avoir une méthode, ça peut être la cigarette électronique. Il y a un de nos internes, en fait, d'ailleurs, en médecine générale, qui a fait sa thèse dessus, qui était une belle thèse, et il y a eu pas mal de récompenses là-dessus, sur les patients qui ont eu un infarctus dans le service, et c'était, vous vous souvenez, Yann. Et donc il a fait une très belle thèse dessus, et effectivement, c'est toujours difficile de ressortir des statistiques, puisque c'est une étude à petite échelle, mais ça a tendance à prouver que c'était intéressant, surtout chez le gros fumeur, en fait, la cigarette électronique. L'hypertension, alors c'est très fréquent en fait, puisque 10% de la population adulte est atteinte d'hypertension. Plus l'âge avance et plus la proportion de patients atteints est élevée, puisqu'il y a à peu près 70%, si on devait retenir un chiffre, 70% des sujets de plus de 70 ans qui sont atteints d'hypertension. C'est souvent quelque chose qui est, en tout cas, souvent c'est un grand mot, mais parfois, et peut-être trop souvent, c'est ça que je voulais dire, négligé. Alors régulièrement, on retrouve des chiffres de tension parfois un petit peu élevés.
on se demande ce qu'il en est, comment je dois y tenir. Il faut, je pense, consulter, surtout si on arrive à un certain âge, pour un dépistage. On en parlera après du dépistage, je ne vais pas tout réexpliquer là. Mais quand est-on hypertendu, quand les chiffres de tension artérielle moyenne sont plus que 140 au niveau de la systole et 90 au niveau de la diastole. Là, par exemple, vous comprenez peut-être pourquoi il y a 2 chiffres. Effectivement, dans ce diaporama, j'avais expliqué que le chiffre le plus élevé correspondait à la pression du sang en temps réel où le cœur se contractait et poussait. Vous imaginez que c'est le chiffre le plus élevé. Quand il se relâche, c'est la deuxième pression qui est ce qu'on appelle la tension artérielle systolique, quand il y a la contraction du myocarde, et la diastolique quand il y a un relâchement. La tension est parfois, ce que j'explique à mes patients, est parfois la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on a la tension qui est élevée, mais est-ce vraiment le problème de tension? J'ai pas plus tard que lundi un patient qui est venu me voir, effectivement, qui avait beaucoup de problèmes de céphalée, de maux de tête, qui était très fatigué, qui m'a expliqué qu'il travaillait beaucoup, etc., un peu surmené, clairement. Il est venu me voir parce que les chiffres, en fait, c'était à cause de sa tension qu'il avait tout ça. Et il avait 150 chiffres systoliques et 80 de diastolique. Donc, ce qui est certes dans les limites très supérieures à la normale, mais en tout cas, ce n'est pas ça qui est expliqué. Il y a beaucoup de choses peuvent être attribuées à la tension, mais il faut savoir, chacun a sa part des choses, effectivement. Donc il y a aussi beaucoup de patients qui viennent nous voir. Je rebondis sur le sujet qui avait été fait par le docteur Daniel et le docteur O, qui était un très bon sujet, effectivement, le syndrome d'apnée du sommeil. Je pense qu'ils largement ils lui ont expliqué que l'hypertension était une conséquence de cette pathologie, et régulièrement, ils nous adressent des patients de pneumologie et des échanges de patients pour traiter donc, au mieux, vous l'aurez compris, ces patients. Donc quand la prendre, cette tension, c'est au calme. Si vous devez retenir un message sur la tension, c'est le matin, avant de se lever, l'appareil est sur la table de nuit, on pose l'appareil, donc c'est un système au bras, sinon au poignet, ce qui est plus fréquent maintenant, avec un appareil testé homologué, éventuellement qui pourrait être comparé avec une prise manuelle auprès de votre médecin ou du service de cardiologie quand vous venez. Vous pouvez très bien l'amener, vous pouvez prendre votre tension et en même temps vous la prenez votre appareil pour vérifier qu'il n'y ait pas de delta, ce qui peut apparaître avec certains appareils, même s'ils sont pourtant initialement bien étalonnés, parfois il y a une petite dérive, c'est vrai que c'est possible. Alors, l'hypertension peut en elle-même abîmer, participer en tout cas à l'athérosclérose, on en a parlé, donc dès le fait que l'usure entre guillemets des vaisseaux, mais vous imaginez qu'au niveau du cœur, qui est donc la pompe, si les chiffres sont très élevés, il peut y avoir ce qu'on appelle de l'insuffisance cardiaque secondaire donc à cette propre hypertension. L'obésité. Alors l'obésité, c'est une surcharge pondérale, et l'obésité qui est sa forme extrême représente 10 à 15% de notre population adulte, ça représente 6 millions de Français, quoi, si on parle de patients, et participe au diabète, à l'hypertension et aux complications vasculaires. Donc là, vous voyez quelques notions. L'IMC, on en parlera tout de suite après. Périmètre abdominal, j'essaie de mettre des choses simples, précises, qu'on peut faire presque en rentrant chez soi, entre guillemets, en mesurant, en voyant si on est concerné. Alors, l'indice de masse corporelle, je l'ai mis sur une autre diapo. Donc là, c'est un diagramme qui est absolument illisible, hein, mais si on prend un patient type pour comprendre, vous allez voir, vous avez vu qu'il y a du vert, il y a du jaune et il y a du rouge en bas. Vous imaginez facilement, je pense qu'avec le code couleur, que plus on est bas, moins c'est bon. Si on prend un exemple d'un patient qui rentre donc dans la normalité, par exemple, si on prend un homme d'1m80 pour 75 kg, on voit qu'on arrive à un chiffre de 23-24. Effectivement, moins de 25 kg par mètre carré, on considère qu'on est dans la norme, en fait, entre 18 et 25. Et dans la norme, surtout quand je dis norme, c'est normalité dans le sens bonne santé. Au-delà de 25, on est en surcharge pondérale, qui est toutefois modérée. On parle d'obésité réellement au-dessus de 30 d'IMC, ça s'appelle BMI en anglais. Et au-delà de 40, c'est même de l'obésité morbide. Donc c'est vraiment quelque chose qui, comme son nom l'indique, vous imaginez, n'est pas bon pour la santé.
Donc plus on est proche de 25, meilleur est finalement l'état du corps, de l'organisme et surtout de ses vaisseaux. Alors le diabète, c'est une énorme pathologie. Je ne vais clairement pas avoir le temps de développer l'ensemble du diabète, mais je vais essayer de rester dans le même état d'esprit que les autres facteurs de risque en donnant peut-être 2-3 chiffres clés et puis éventuellement un message. En tout cas, c'est vrai que mon collègue, le docteur Simino, pourrait tout à fait faire un sujet entier sur ce diabète. Ça atteint quand même 2 millions de Français. Alors le problème du diabète, moi je trouve, c'est ce que j'explique à chaque fois, c'est une maladie qu'on appelle sournoise, parce qu'elle ne fait pas de bruit. Elle arrive, on la sent pas venir, et si on ne fait pas de dépistage, on peut très bien vivre avec pendant 10-15 ans avant d'avoir des complications. Et malheureusement, les complications, une fois arrivées, sont malheureusement très difficiles à équilibrer et surtout à revenir en arrière. Malheureusement, la plupart du temps, c'est très délicat. Quelques chiffres, donc ça multiplie par 3 le risque d'accident coronaire. Comment dépister un diabète? C'est peut-être la chose, vous savez peut-être, probablement, mais le diabète se dépiste avec une glycémie, donc avec soit ce qui est figuré là sur le schéma, c'est-à-dire un dosage de petite gouttelette de sang avec une petite piqûre au bout du doigt, soit un bilan biologique, plutôt c'est préférable d'ailleurs, un bilan biologique veineux qui permet d'analyser éventuellement d'autres choses. On en parlera après sur la prévention. Donc la maladie sournoise, comme je le disais en chiffre clé, qui atteint la tête aux pieds. C'est ce que j'explique aux patients. Je n'ai pas trouvé un schéma, vous devez vérifier. Je trouvais que celui-là était assez beau et démonstratif. On ne parle pas, c'est pas le sujet de l'insuffisance rénale, mais c'est une énorme cause effectivement aussi d'insuffisance rénale. La sédentarité, hein. J'ai trouvé une petite qui était sympa. D'actualité en tout cas. Le foot à la télé, c'est pas un sport, c'est vrai. Le cœur est un muscle. J'ai commencé ma présentation comme ça. Plus il est entraîné, mieux il fonctionne. Alors on ne demande pas à tout le monde d'être marathonien, ni triathlète, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, ce n'est pas prouvé du tout à être bénéfique. Mais par contre, la marche, l'exercice physique, la marche, la natation, le vélo, tous les sports de fond, sans à-coups. C'est ça qui est prouvé comme bénéfique et c'est 30 minutes, 45 minutes par jour. Donc c'est quand même, il faut quand même s'y atteler. Et l'activité physique en elle-même, on en parlait tout à l'heure du cholestérol, le bon cholestérol. Donc le fait de faire l'activité physique, ça augmente le bon cholestérol, le cholestérol pardon, qui protège et qui évacue donc, le cholestérol du corps. En conclusion sur les facteurs de risque, et pour faire la transition sur la prévention après, le rôle du tabac, je pense qu'il est maintenant largement connu grâce aux médias, aux différentes publicités, aux différentes campagnes. Les aliments de l'alimentation trop riche également, je pense que maintenant c'est de l'acquis pour la population, en tout cas je n'apprends rien, je pense. Mais c'est vrai que l'hypertension, le cholestérol, le diabète peuvent rester assez méconnus si on ne les cherche pas. Donc c'est effectivement à cet endroit-là que nous, les médecins, on peut arriver, soit vous demandez, ce qui arrive aussi, des dépistages, soit le médecin systématiquement propose un dépistage passé un certain âge. On reviendra après sur le conclusion. Alors la prévention, c'est quand même, et on va en parler un petit peu, puisque c'est dans le thème. Il y a 2 types de prévention. Je ne vais pas vous faire un cours non plus de médecine, simplement vous pourrez entendre parler de prévention primaire. Prévention primaire, pour nous médecins, ça tend à diminuer l'arrivée de la maladie. C'est là tout l'intérêt du dépistage. Alors que la prévention secondaire, ça arrive dans un deuxième temps, et ça arrive quand la maladie, malheureusement, s'est déjà déclarée. Le but, c'est d'éviter la récidive. Donc pour les patients, j'en vois ici, qui ont déjà eu des soucis cardiaques, les traitements, les mesures que l'on prend d'hygiéno-diététique, les règles hygiéno-diététiques évitent la récidive. Alors, la prévention primaire concerne beaucoup plus de patients, vous l'imaginez, puisque sur les 60-70 millions de Français que nous sommes, sur éventuellement les 55 millions non concernés par la coronaropathie, le fait que des campagnes publiques anti-tabac, des dépistages massifs de diabète, de dyslipidémie, peuvent être très importantes. C'est ce qui a été mené dans
dans un pays que je cite ici, il y en a d'autres, mais c'est peut-être le numéro 1, c'est la Finlande, en fait, qui est un pays nordique, vous le connaissez, où il y avait énormément de mortalité cardiovasculaire dans les années 60, et effectivement, en moins de 30 ans, ils ont diminué par 2 leur mortalité avec des campagnes politiques assez fortes dans ce domaine. En France, je peux parler de la Finlande, mais en France, le gros, c'est la loi Evin, avec l'arrêt du tabagisme dans les lieux publics, puis les campagnes de montée en prix progressif du tabac, qui, et ça a été perceptible rapidement, quasiment du jour au lendemain, pour nous, cardiologues, surtout en jeu plasticien, qui avaient vu pendant un certain temps beaucoup moins de patients arriver pour des infarctus. Alors, comment prévenir les gestes quotidiens? Alors, le tabac, ça a un coût. Et donc, faites des économies, gardez-les dans votre portefeuille, ça vous servira pour autre chose. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur le tabac. Malheureusement, ça touche beaucoup plus maintenant les femmes que les hommes. Alors, historiquement, c'était beaucoup plus les hommes. Maintenant, il y a un phénomène de mode, une génération qui arrive avec une bascule des personnes qui fument vers le sexe malheureusement féminin, qui historiquement était protégé, pensait-on, de façon très certaine de l'infarctus. Malheureusement, une femme qui fume, certes, elle est quand même un petit peu protégée par ses hormones, et tant mieux, mais dès la ménopause arrivée, la protection disparaît totalement, et une femme qui fume, c'est même une malchance de faire un infarctus qu'un homme qui fume. Et au final, il a passé toute la ménopause. Quelques diapos, effectivement, un petit peu pour détendre, pour faire sourire, pourquoi pas. Choisissez votre côté. À droite, à gauche, mais sans faire de politique. Oui, ça c'était sur l'obésité, effectivement, qu'on s'imagine facilement que le petit singe aura du mal à se déplacer dans les arbres en ayant mangé tout ça. Et soyez cool, mais ne soyez pas imbécile, pour rester poli, sur le tabagisme. Voilà. Parce qu'il y avait cette image, effectivement, de fumer au lycée, et clairement, enfin, en tout cas de notre génération, qui pouvait être perçu comme quelque chose d'un petit peu cool, mais il y a cette publicité qui est arrivée que je trouvais pas mal. Alors, dans les premières vues, on se demande si c'est une publicité pour fumer ou contre le tabac, mais en lisant, un petit peu d'anglais, on comprend le sens. Alors là, puisqu'on on était un petit peu dans le concret au fur et à mesure, on va arriver vraiment sur la diapositive qui va nous permettre d'avoir quelques éléments simples pour améliorer son hygiène de vie et surtout, donc, quand on en est là, diminuer l'athérosclérose et les malchances de faire un infarctus. Limiter l'apport de sel, c'est souvent ce qu'on entend, mais comment faire dans la pratique, c'est de ne pas en ajouter dans l'assiette, tout simplement, il y en a dans l'alimentation normale. On en met parfois dans les pâtes, dans les cuissons, etc. Mais ne pas en mettre dans l'assiette. Il y a un geste simple que je donne à mes patients qui me disent mais je comprends pas, j'ai du mal à m'en passer. Tout simplement, on le retire de la table. Comme ça, on n'est plus tenté, on n'a plus envie. Et en quelques semaines, on reprend le goût des choses et on oublie. C'est un réflexe volontaire. Donc quelque chose de très finalement facile. 10 grammes d'alcool par jour, alors c'est une notion que je n'ai bien sûr pas inventée, qui sont prouvées scientifiquement, que j'ai pu retrouver dans des sites plus ou moins scientifiques, mais j'ai essayé de synthétiser ce que ça voulait dire. 10 grammes d'alcool, donc ça paraît beaucoup, 10 grammes d'alcool, oui, ça fait, je peux boire la moitié d'une bouteille, pas du tout, en fait, 10 grammes d'alcool, c'est un verre. Donc un verre, ça représente 3 centilitres pour des boissons très alcoolisées, comme le whisky, je ne connais pas toutes les boissons très alcoolisées, mais ça représente une bière de 25 centilitres, donc ça représente un verre de vin rouge. 5 fruits, légumes et poissons, bon ça on voit la publicité régulièrement quand il y a McDonald's qui fait cette publicité avec manger 5 fruits et légumes, donc cherchez l'erreur. Et on en parlait tout à l'heure du IMC inférieur à 25, l'activité physique avec les 30 minutes de marche et surtout un arrêt du tabac. On en parlait tout à l'heure sur la prévention, c'est ici que le médecin le rôle de médecin traitant arrive avec un rôle de coordination des soins depuis une quinzaine d'années souhaité, voulu, ce qui est, je pense, une bonne chose. Et là, c'est lui qui a vraiment tout son rôle sur le dépistage donc, de l'hypertension,
cholestérol, du diabète, avec des dépistages qui sont souhaités, voulus, avant 40 ans, en tout cas pour moi, avant 50 ans, obligatoirement, il y a forcément un dépistage qui doit être fait, et même pourquoi pas une consultation cardiologique pour la moindre petite chose qui peut alerter. Les cardiologues ont également leur rôle, et c'est un petit peu aussi pour ça que je suis là ce soir, c'est pour participer à mon échelle, en essayant de sensibiliser les personnes qui peuvent être intéressées par le domaine. Mais je compte aussi beaucoup sur mon équipe infirmière, d'ailleurs aussi présente et secrétaire, pour transmettre les messages clés. Donc là j'ai mis juste 2-3 petites diapos pour la dernière, qui permettent pour les gens les plus intéressés de se référencer sur la Fédération française de cardiologie. Des petites brochures sont téléchargeables, consultables sur Internet, ce qui peut permettre éventuellement de développer le sujet, que je vais essayer de faire assez concret et pratique, avec des informations précises. S'il y a des gens qui veulent se pencher un petit peu plus sur le sujet, il y a beaucoup de possibilités. J'espère que ça vous a convenu. Le message est relativement clair, précis. Il y a un petit peu 2-3 diapositives qui étaient faites pour vous faire sourire. Je vois que ça ne pas. J'ai essayé de tenir dans les délais qui m'avaient été demandés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y avait un temps de questions, il me semblait, qui était prévu. Donc, on est en petit comité. On est à l'école en plus. Donc, je ne vais pas faire le rôle du... Alors, on sort du sujet de l'infarctus, mais on reste dans le domaine de la cardiologie. On a la chance d'avoir un service qui est assez bien développé, effectivement, merci de le souligner. On a quand même 10 médecins cardiologues qui ont beaucoup de tâches, donc fonctionnement du service, finalement. Ça marche. Il y a 2 unités, en fait, il y a le service des soins intensifs et puis le service de cardiologie conventionnelle qui soignent les mêmes patients, finalement, à des moments un petit peu différents. Donc les infarctus, puisque c'est le thème, c'est les soins intensifs, puisque ça nécessite du personnel et un niveau de surveillance un petit peu au-dessus. Et la cardiologie conventionnelle, où beaucoup de patients, j'en vois quelques-uns ici, ont pu connaître, puisque c'est dans ce service que les gens sont hospitalisés et qui bénéficient d'examens complémentaires. On en parlait, des coronarographies. Entre autres, des postes de pacemaker, maintenant des postes de défibrillateurs depuis peu et des ablations de flotteurs qui sont des troubles du rythme que l'on peut maintenant faire depuis quelques mois à l'hôpital de Saint-Quentin. Donc service quand même assez vaste, pas mal d'activités, on est nombreux sur le papier, j'en ai conscience, mais je vous assure qu'on ne se tourne pas trop les pouces normalement. Et alors, je ne sais pas si c'est heureux ou pas, mais on a malheureusement pas mal de patients à soigner. Donc j'en parlais tout à l'heure, il y a une deuxième salle de cathétérisme qui arrive, que bientôt vous pourrez voir, je l'espère, dans la presse, puisqu'elle sera fonctionnelle. Mais on est vraiment très fiers et croyez-nous, on va vous proposer le mieux pour vous, comme toujours, j'espère. Oui, bonjour docteur. En fait, j'aurais posé une question concernant une personne qui a déjà eu un infarctus, qui a eu des pontages. Est-ce qu'il est sage ou pas d'aller en altitude, par exemple dans les Buttes du Midi, 4800 mètres? Ça vous semble raisonnable ou pas? Après, il y a sa pathologie, il y a les pontages. Je vais vous répondre, pas une réponse de Normand, mais vous posez la question, je ne sais pas. Vous me posez la question si c'est raisonnable. Oui, si c'est possible. Alors, est-ce que le médecin... C'est périphérique, hein. Est-ce que vous me demandez si j'autorise ou pas? C'est plutôt la question, parce que moi, c'est ce que j'ai trouvé ça intéressant. Si quelqu'un, éventuellement, je ne sais pas, vous parlez d'une personne, je n'ai pas de précision, mais si c'est quelqu'un de 40 ans... C'est pour madame, voilà. Mais si c'est un monsieur de 40 ans qui est sa passion, etc., oui, je vais pouvoir accorder ça. Si c'est quelqu'un qui a malheureusement 85 ans, qui est assez fatigué, qui a d'autres pathologies, pas forcément. C'est-à-dire qu'il a, vous posez la question clairement, est-ce qu'on peut vivre normalement? Enfin, je vais permettre d'étendre votre question. Est-ce qu'on peut vivre normalement après avoir eu un infarctus, avoir eu un dépontage ou des stents? La réponse est oui. Dès lors que son état est stabilisé, que la revascularisation est complète
et que les séquelles au niveau de l'infarctus sont limitées. J'espère avoir répondu à votre question, mais en même temps à celle que d'autres personnes peuvent se poser. D'accord. Je vous remercie. Alors, il y a la région de la France où il y a plus d'infarctus. Est-ce qu'il y a eu des études là-dessus? Ah oui, il y a eu pas mal d'études. Il y a un gradient, en fait, je l'ai retiré la diapo 5 minutes avant de venir. Donc j'aurais dû la garder. Mais il y a un gradient, ce qu'on appelle nord-sud. Ça veut dire qu'il y a plus d'infarctus dans les régions nordiques que dans le sud de la France. L'alimentation, probablement fait partie. Est-ce que le mode de vie est aussi un petit peu différent? L'ensoleillement, pourquoi pas? Il y a pas mal de choses qui en sont sorties. Il y a aussi la pollution atmosphérique qui en fait partie. Il y a aussi tout simplement les changements de climat, les changements de pression. Entre les moments où on va avoir des périodes assez fortes et des suivis de pluie, éventuellement des changements de pression barométrique. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Une question qu'on s'est posée, nous, avec les médecins cardiologues. Il y a pas mal de choses qui influencent, il y a beaucoup de choses qui influencent. Trouver une chose, c'est difficile, mais il y a un gradient nord-sud. En France, c'est également retrouvé, il y a beaucoup plus d'infarctus dans le croissant Normandie, Hauts-de-France, Alsace, que dans le Roussillon et dans le sud de la France, où il y a moins d'infarctus. Donc oui, on est une population très à risque comparativement à d'autres régions en France. Il faut bien respecter le règlement. Vos recommandations. Je voulais te demander, par rapport, on parle beaucoup du stress. Alors, Oui. quelle place où le stress Alors, c'est aussi une diapo que j'ai retirée. Parce que pour moi, dans le stress est connu, est connu, je trouve, pas mal par les populations. Mais après, la question, c'est comment définir un stress. Il est prouvé que malheureusement, les ouvriers, faisons les 3-8, font plus d'infarctus que les cadres qui peut-être se disent plus stressés. C'est ça que je veux dire. Voilà. Alors, le fait que la catégorie socio-professionnelle influe, c'est une évidence. Le stress aussi influe, mais c'est pas forcément le stress que l'on imagine. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je réponds, mais ce qui est prouvé, c'est que oui, le stress, c'est pas bon, mais c'est pas forcément le stress que nous, on pense, le stress que l'on pense, encore une fois. C'est pour ça que je l'ai retiré, parce que au final, à expliquer, je trouve que c'est pas forcément facile. Je pourrais utiliser des termes plus compliqués. Le stress, il y a le stress du temps, le stress physique de l'agression du climat, enfin de la pollution, qui a beaucoup de choses qui arrivent, on ne connaît pas forcément tout d'ailleurs encore, qui arrivent dans le sang, qui agressent notre endothélium, j'en parlais, donc c'est qui agresse le vaisseau, l'artère coronaire, et comme les autres vaisseaux, et qui participe. Donc le stress, en fait, c'est un stress qu'on peut sentir, mais également une agression du milieu extérieur. C'est quelque chose d'un petit peu plus vague et qui n'est pas forcément si clair et palpable. C'est pour ça. Bon, je vous laisse sans voix. Une autre question qui vient aussi dans la population par rapport aux infarctus chez les sportifs de très haut niveau. L'explication par rapport, puisque là il y a quand même une hygiène de vie, il y a un sport, donc... Alors j'en parlais un petit peu dans le sport, ce qui est prouvé scientifiquement, je n'ai pas la courbe là, mais ce qui est prouvé scientifiquement, c'est les 30 minutes de marche par jour, 30 minutes à 1 heure, il y a un effet clairement bénéfique sur la courbe, et par contre après au-delà, après 2-3 heures de sport, malheureusement la courbe a tendance à redescendre, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Ce qui fait qu'en fait, j'ai pas mal de patients qui sont triathlètes, en fait, qui font des marathons. Alors je dis pas que c'est pas bon de faire des marathons, attention, mais ce que je dis juste, c'est que le faire beaucoup de sport ne protège pas du cœur. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la tête, c'est bon pour le stress, c'est bon pour plein de choses, c'est bon pour le HDL, le cholestérol, mais c'est pas forcément en soi un élément qui va sauver. Alors après, pour les sportifs de très haut niveau, il y a des arrêts cardiaques, il y a des troubles du rythme. Alors ça, c'est un autre problème. Il y a le problème aussi des stupéfiants qu'ils peuvent utiliser, des dopants, mais qu'il y a beaucoup de pathologies on en parlait, l'hypertension qui muscle le cœur. Enfin, le cœur, c'est un muscle. Le muscle va, avec l'exercice, beaucoup plus se renforcer. Malheureusement, avec les produits dopants, encore plus. Et une épaisseur de cœur trop épaisse n'est absolument pas bonne, puisqu'elle est ce qu'on appelle pro-arythmogène, c'est-à-dire qu'elle donne des problèmes de rythme cardiaque, rythme qui donne en fait, finalement un arrêt cardiaque.
Donc je pense à des footballeurs qu'on a pu voir sur le terrain s'écrouler, malheureusement pour lesquels on n'a rien pu faire. C'est une catastrophe parce que ce sont des gens jeunes et malheureusement la plupart du temps ce ne sont pas des infarctus finalement authentiques comme la population générale, etc. C'est plus des problèmes de troubles du rythme cardiaque, c'est un petit peu différent. Après, dans les sports plus violents, il y a des contacts au niveau de la cage thoracique qui peuvent entraîner, on l'a déjà vu, ce qu'on appelle des dissections coronaires. Donc, simplement parler physiquement, c'est peut-être un énorme coup de poing si vous voulez, mais quelque chose qui va physiquement appuyer sur la cage thoracique qui peut entraîner des dommages directement au niveau du cœur et des artères. Et c'est vraiment quelque chose qui est un épiphénomène. Une question ? On parlait juste pour revenir sur monsieur et madame qui vont aller en altitude bientôt. Bravo. Juste, vous avez compris que l'oxygène était nécessaire au corps entier, évidemment, mais également aux muscles cardiaques. Je reviens juste pour nuancer qu'effectivement, en très haute altitude, vous n'êtes pas sans savoir que le taux d'oxygène diminue. Au-delà de 3000 mètres, même 2000 mètres, c'est déjà considéré comme un niveau d'effort moyen. Donc j'encourage les patients qui vont en altitude et qui n'ont plus forcément 20 ans ou qui n'ont pas forcément l'entraînement pour ça ou qui ont en plus des problèmes cardiaques, pourquoi pas tester leur cœur avant d'y aller, pour être sûr qu'il soit bien stable. Puisqu'on parlait d'oxygène, on va monter, il y aura moins d'oxygène, est-ce que le cœur ne va pas souffrir à ce moment-là? C'est une question. Donc, là on parle de plus de 3500, enfin 3800 mètres, c'est une très belle altitude. Donc pour quelqu'un qui n'y va pas forcément tous les jours. Voilà. Merci de votre écoute et de votre patience. Le mot de la fin, peut-être? Bon, j'ai fini 5 minutes avant le foot. Il y a une petite pause. Voilà. Je voulais te remercier effectivement de l'intervention. Je laisserai Marc dire 2 mots par rapport effectivement à la collaboration. Ce que je voulais insister, c'est sur ces réunions à thème que l'on fait et dont la prochaine aura lieu début octobre sur tout ce qui a trait à l'artériopathie aussi, aux problèmes veineux, et en décembre sur la cancérologie où on va essayer de faire quelque chose pour montrer un petit peu l'organisation et la prévention, mais voilà, à tous les niveaux, au niveau du domaine de la cancérologie. Donc c'est hyper important effectivement de pouvoir pour nous, médecins du centre hospitalier, venir vers vous, venir informer, et surtout vous avez la possibilité sur le site de la mairie de pouvoir revoir les conférences, puisqu'il y a un accès direct qui permet avec Prévention Santé de revoir les différentes conférences pour ceux qui n'ont pas pu y assister, donc vous le dire autour de soi, parce que ça fait partie de la prévention, et c'est hyper important pour nous médecins que cette prévention soit faite, parce que c'est un facteur, voilà, ça diminue effectivement les facteurs de risque au niveau pathologie. Oui, moi je voulais juste apporter un autre point de vue. Là, bon, de profession, je suis urgentiste, et puis c'est vrai que ces dernières années, on n'est jamais autant sorti en SMUR sur les infarctus, parce qu'il y en a beaucoup. Et je tiens à souligner quand même la fantastique collaboration qu'on a avec l'équipe de cardiologie, et d'en profiter pour les remercier, parce que c'est vrai que nous, on intervient à domicile, on fait le diagnostic, on les alerte, on ramène le patient à l'hôpital, et c'est même plus passé par le service d'urgence, parce qu'on va directement en salle de coronarographie où il y a un hyper spécialiste qui nous attend, qui permet de dépasser les artères. C'est fantastique les progrès qui ont été faits. Ça, c'est de l'autre côté, c'est de la médecine d'urgence. Je tiens quand même à ramener l'autre côté qui fait que là, j'adhérerai totalement au thème de ce soir sur la prévention. Il est évident que si la prévention marchait parfaitement, c'est bien, nous on n'aurait plus de travail, eux non plus. Bon, je pense qu'on a encore pas mal d'années de travail devant nous, mais quand même de passer certains messages, on sait qu'un diabétique bien équilibré, finalement, il a une espérance de vie qui devient plus importante que la moyenne. Et donc là, dans le domaine des coronaires, c'est la même chose. Donc évidemment, nous on ne souhaite qu'une chose, c'est que toutes ces actions de prévention marchent, mais je tenais quand même à profiter ce soir pour tirer un grand coup de chapeau à l'équipe de cardio du centre hospitalier. Je peux vous assurer qu'ils font un super travail. Merci pour le service, je transmettrai les remerciements. C'est vrai que toute l'équipe de cardiologues ont été très contents que ce thème ait été choisi. Et tous m'ont laissé préparer cette réunion.
peux certifier que le B11 est un super service. Il était très bien signé. Voilà, et par ailleurs, un très grand merci pour votre présence. Ça nous incite à continuer. Merci docteur. Donc maintenant on vous invite à boire le verre de l'amitié, vous avez compris, un verre. Après c'est tout. Ah.